Et je vous propose maintenant de passer à la seconde table ronde de l'après-midi, qui explore cette fois-ci comment l'éveil artistique et culturel dès la petite enfance peut renforcer les liens sociaux autour de l'enfant. En croisant le regard des familles, des professionnels et des artistes, cette table ronde vise à identifier les leviers concrets pour faire de ces expériences sensibles un vecteur d'inclusion, de cohésion et de dialogue territorial dans le respect des besoins des tout-petits. Au travers de cette table ronde, nous allons mettre en lumière le rôle de l'enfant comme initiateur, participant ou spectateur actif dans des projets culturels fédérateurs. Nous tenterons d'identifier des stratégies, des dispositifs et des pratiques favorisant l'émergence d'une culture commune, inclusive, dès la petite enfance. Et pour ce faire, j'appelle à me rejoindre Thomas Ullmann, directeur artistique et pédagogique de l'association Agir pour la petite enfance. Madame Kimiko Jurgenson, autrice, illustratrice de littérature, d'enfance et de jeunesse. Valentina Semeghini, directrice pédagogique chargée de projet de l'association AFALAC. Claudia Kespiaï, fondatrice et dirigeante du groupe Cap Enfant, créatrice de la bulle musicale et autrice du livre « Petite enfance, de la musique avant toute chose, des neurosciences aux crèches musicales ». Et pour finir, Nicole Roux, responsable de la Maison des Petits, lieu d'accueil enfants-parents du 104 Paris, lieu de vie artistique et culturel hybride. Merci à vous d'avoir répondu à l'appel et de venir partager cette table ronde qui s'intitule donc « L'éveil artistique et culturel, créateur de liens sociaux ». Thomas, ton statut d'homme te fait commencer cette table ronde, a priori, c'est la thématique de l'après-midi. Ça ne va pas du tout cet assaut, Gilles. C'est pas possible. Non, je crois que vous avez choisi pour moi aussi. Oui, bon, oui. Voilà. Alors on est deux, on n'a pas eu le choix. Merci à tous, à toutes d'être là. Bravo pour ce matin, pour vos prix et pour ce que vous créez pour les enfants. C'est la 12e année. Et c'est toujours une joie et un bonheur de voir ce qui est produit effectivement dans les structures qu'on essaye d'éclairer et qu'on ne voit peut-être pas assez sur la place publique. Alors oui, tu me demandais en quoi c'est un lien social, c'est ça? Exactement. Bon, je vais répondre, je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a largement dépassé le timing. Ouais, mais il y a des gens qui ont des trains. Non, quelques notions auxquelles j'ai pensé, puisque vous m'avez préparé un petit peu à cette intervention. Donc, je suis directeur artistique de l'association Agir pour la petite enfance. Je travaille sur les outils pédagogiques avec une grande partie de l'équipe pédago, dont Andrew, Véronique, Aurélie, et évidemment, j'en oublie, Céline. Et c'est comme ça qu'est né notre projet qui s'appelle Éclat, qui signifie éveil culturel et artistique, et qui sont à la fois des propositions, des formations pour les professionnels de la petite enfance, autour de l'éveil artistique et culturel, et en même temps des rencontres artistiques que nous organisons. Donc c'est à la fois de la théorie et aussi de la pratique, et une équipe qui va sur le terrain et qui rencontre des enfants, des parents, des professionnels et des gens de tous les âges et j'ai envie de dire de toutes les situations. Ce qui nous a poussé effectivement à créer ces projets, c'est évidemment la rencontre, mais ce qui est né aussi, et ce qui est évidemment, vous l'avez compris, la genèse de la semaine de la petite enfance. Et effectivement, c'est comment créer ce moment-là. Et finalement, on se rend compte que pendant ces journées artistiques où enfants, parents, professionnels, personnes âgées, personnes en situation de handicap se retrouvent souvent dans des petites villes et dans des villages, puisque c'est plutôt là qu'on intervient, on se rend compte que l'enfant est un brise-glace en fait. Et qu'on est toujours en train d'avoir une position, nous adultes, un peu pensants et sachants, et qu'effectivement c'est l'enfant qui nous emporte, c'est l'enfant qui nous emmène. Alors avec un regard artistique, c'est en plus fabuleux de se laisser porter par ce que créent les enfants, et de se laisser émerveiller par ce qu'ils nous proposent. L'idée dans ces espaces, dans ces installations dont vous voyez défiler des photos et des phrases,
de proposer vraiment, et c'est ce sur quoi on travaille, on se retrouve avec Marie-Jean Maître aussi, Méline et beaucoup de monde, sur finalement proposer un espace et du temps aux enfants. C'est-à-dire que, alors on peut y mettre des objets, hein, effectivement, pas des jouets. Alors moi, je n'ai pas rien a priori contre les jouets, mais souvent c'est une proposition pédagogique assez fermée finalement, assez concentrée, alors que l'enfant est tout à fait capable de détourner des objets, d'ailleurs comme les artistes, et finalement leur laisser de la place et leur laisser du temps va leur permettre de déployer leurs compétences et va nous permettre, nous, de nous retrouver tous autour de l'enfant. C'est en ça que je dis que l'enfant est un brise-glace. C'est que nous, on voit, et là, pour le coup, c'est vraiment du réel, on voit des gens qui ne se sont jamais rencontrés, qui ne se sont jamais parlé. Madame Mocotel, qui était là tout à l'heure, était à Levallois, je ne sais pas où elle est, mais je me souviens qu'elle a rencontré une famille, on avait fait une journée d'installation, tu te souviens ? Et tu m'avais dit, j'ai rencontré des parents que je ne connaissais pas autour des bébés qui étaient en train de créer, de s'amuser au milieu d'une installation. Créer permet à l'enfant aussi de s'exprimer, d'exprimer tous ses langages, et donc, par l'observation, nous laisser porter par ce qu'ils nous disent. Donc encore une fois, on croit qu'on crée des choses peut-être pour les enfants, et finalement on se rend compte que c'est un retour très très fort sur l'ensemble de la société. C'est en ça que c'est passionnant, c'est-à-dire que comme l'art parfois peut être un vecteur et se retrouver autour d'un tableau ou d'une émotion derrière un film ou une pièce de théâtre, on peut vivre à peu près la même chose si on accepte de se laisser porter par l'enfant. Et aussi une avant-dernière notion qui me semble importante, c'est d'être dans l'improvisation. Et c'est là aussi il y a une rencontre. C'est-à-dire que la préparation finalement peut ralentir la rencontre, alors que l'improvisation, à travers la création artistique, à travers l'exploration que font les enfants et nous-mêmes, permet justement cette espèce de grain de folie, de temps long, qui permet effectivement d'avoir ce lien social. Alors nous, c'est vrai qu'on intervient malheureusement, Marie-Jean, souvent assez temporairement, parce qu'on est appelé, mais c'est génial aussi, je pense que c'est très important d'aller aussi dans des lieux où il n'y a pas grand-chose. On aimerait bien que de temps en temps, c'est effectivement sur des temps longs, mais on fait ce qu'on peut, quoi. Et dernière chose pour lesquelles aussi on a ce lien social et pour lequel on a créé ça, c'est tout simplement pour le plaisir aussi. Voilà, pour la joie, le plaisir, s'amuser, vivre un moment de création et de créativité, tous ensemble. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je te passe le témoin. Merci de rappeler que la joie et le plaisir sont quand même à l'initiative de tout. Kimiko, du coup, oui, si vous voulez prendre la suite. Alors, moi, je me présente rapidement. Je suis autrice, illustratrice de livres pour enfants. Et mon travail peut aussi être un lien un lien entre les enfants et l'artistique. Donc, je vais aller assez vite parce que je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps. Donc ça, c'est mon atelier. Je suis autrice, illustratrice, donc je travaille seule dans mon atelier. Et je suis entourée, comme vous pouvez le voir, surtout de beaucoup de personnages et de petits objets qui me tiennent compagnie toute la journée pour créer mes histoires et mes livres. J'aimerais bien que ça avance. Voilà. Et donc, j'ai commencé avec les tout petits enfants en créant des pop-up. Donc j'ai oublié de dire, je suis franco-japonaise et j'ai commencé mon métier il y a à peu près 35 ans. Il y a 35 ans, il n'y avait pas beaucoup de pop-up en France et je rapportais beaucoup de cartes du Japon qui faisait que j'ai eu l'idée de créer des livres pop-up pour les tout petits. C'est-à-dire que je voulais que les livres soient facilement manipulés, qu'il n'y ait pas de tirette, de languette, que quand on ouvre les livres, il y avait un mouvement qui se mettait en place. Et puis, par la suite, donc, j'ai créé des personnages, des livres pop-up. J'ai créé aussi un personnage qui s'appelle Croque-Bisou, qui est... alors, là, j'ai mis, je vais un peu vite, mais j'ai mis mes carnets pour montrer comment je crée
mes personnages et mes histoires en les mettant d'abord sur des carnets et puis après en les réalisant. Là, c'est un grand pop-up Kamishibai que j'ai créé pour un château, justement parce que le château m'a sollicité pour faire venir des tout petits enfants, parce qu'ils regrettaient de ne pas avoir de jeune public. Et j'ai créé donc un grand livre Kamishibai qui est présenté aux enfants. Et l'équipe du château m'a effectivement dit que grâce à ce Kamishibai pop-up, c'est-à-dire que le Kamishibai, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une histoire qu'on lit en étant derrière. Et donc ce grand Kamishibai permet de créer un lien justement entre les enfants et le château, la culture, et de faire visiter ce château pour les tout petits. Qu'est-ce qu'il y a après ? Je me souviens pas. Donc oui, parce que... Pas de problème. De toute façon, les cris du public parlent d'eux-mêmes. Hein. Vous êtes peut-être trop stressés pour les entendre, mais moi j'entends régulièrement des « Waouh, c'est beau ça !» Et surtout Kimiko est très modeste, hein, parce que vous avez quand même fait... Donc j'ai créé plusieurs séries pour les tout-petits. Une série qui s'appelle Les Maxi, qui est des imagiers pour les petits-enfants. Un personnage qui s'appelle Croque-Bisou, qui est un accompagnateur au moment de la nuit pour le moment où les enfants se retrouvent seuls dans le noir et qui ont peur. J'ai aussi créé une série qui s'appelle Malo et Lola, qui est sur une fratrie et des imagiers pour les tout petits enfants. Et Croque-Bisou, je l'ai créé en m'inspirant d'un tableau de René Magritte qui s'appelle L'Empire des Lumières, qui m'a donné toute l'idée, la magie, c'est-à-dire ce tableau qui est le ciel est un ciel de jour et la maison est une maison de nuit, qui rend toute la magie de ce tableau. Et je me suis inspirée de ce tableau vraiment pour essayer de rendre une certaine magie dans mes livres, dans les décors de Croque-Bisou. Ce qui est assez... J'ai appris récemment que L'Empire des Lumières était un tableau qui avait aussi inspiré un film d'horreur, L'Exorciste, je ne sais pas si vous connaissez, ce qui prouve que l'art peut inspirer vraiment dans des directions très très opposées. Moi, je suis allée du côté de la douceur et puis le réalisateur de L'Exorciste est allé du côté de l'horreur. Voilà. Et je fais aussi avec les enfants donc des fresques autour de mes personnages. Et je leur donne une grande liberté, c'est-à-dire qu'effectivement, je dessine mes personnages et après, je laisse les enfants s'emparer de mes images que moi, je fais en noir et blanc et eux prennent la couleur, créent leur tableau avec comme base mon personnage parce qu'effectivement, je prends mes livres, je leur raconte une histoire. Ça leur permet de s'inspirer et après, ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire avec les images. Il y a des enfants qui, d'ailleurs, ne veulent pas participer. Il y a des enfants qui ne veulent pas mettre les mains dans la peinture, par exemple, ou qui préfèrent avoir un pinceau comme outil. Et d'autres qui veulent juste se mettre en arrière-plan et regarder, même d'autres qui tournent le dos parce qu'au début, ils n'ont pas envie de participer. Mais je pense que cette énergie qu'il y a au moment de cet atelier de création, même si l'enfant ne participe pas, même s'il tourne le dos, il y a quand même quelque chose qui le touche et qui lui permet d'avoir ce lien justement avec la création et l'artistique. Voilà, je suis allée très très vite pour permettre à toutes les personnes de prendre leur train. Et merci de m'avoir écoutée. Merci Kimiko. Valentina Semeghini, si vous voulez bien. Vous êtes directrice pédagogique chargée de projet de l'association AFALAC. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation.
Donc, je vais aussi essayer d'être assez rapide et efficace. Donc, juste un petit mot sur l'association. Donc, AFALAC signifie Association Famille, Langue et Culture. Donc, nous sommes une association qui est installée au Mans. Donc, nous sommes une association d'intérêt général qui est née en 2013. Et nous sommes centre de ressources, de formation, d'éducation à la diversité linguistique et culturelle, de la toute petite enfance à l'âge adulte. Et donc, nous travaillons au quotidien, surtout dans les quartiers prioritaires, mais pas que, pour faire des langues et des cultures familiales un levier pour la réussite, pour l'inclusion, le lien social. Donc, un de nos fils conducteurs pour atteindre ces objectifs, c'est vraiment ce dialogue qu'on essaie de mener, ce lien qu'on essaie de créer entre les langues et les cultures familiales et les pratiques artistiques, que ce soit la musique ou la lecture à travers l'album jeunesse, par exemple. Donc j'avais 3 idées que je voulais vous proposer aujourd'hui de manière très rapide et avec des anecdotes, parce que c'est ça qui est assez parlant. Donc la première idée, c'est qu'une pratique artistique partagée permet de travailler l'attention conjointe. Donc l'attention conjointe qui est fondamentale dans le développement du tout petit, parce que c'est ce qui permet de relier le cognitif, l'affectif, le social. Et quand on a de l'attention conjointe, c'est-à-dire qu'on a un regard, une émotion qui est partagée entre l'adulte et le petit autour d'un troisième objet. Et pour ce qui concerne les langues peuvent permettre de faciliter cette attention conjointe. Et je vais vous donner directement une anecdote de la cofondatrice de l'association, dans une classe de petite section. Donc, une enseignante a fait appel à l'association parce qu'un enfant turcophone n'arrivait pas à rentrer dans les apprentissages. Donc, à ce moment-là, l'enseignante travaillait autour de Petit bleu, petit jaune de Léo Lionni. Et elle avait installé des grandes feuilles dans la classe et il y avait un pot de peinture jaune d'un côté, un pot de peinture bleue de l'autre. Et les enfants étaient censés, des deux côtés, donner un coup de pinceau en bleu, un coup de pinceau en jaune et tourner de l'autre côté de la table, continuer à peindre jusqu'à ce que les deux couleurs se rencontrent pour donner du vert. Okay. Donc l'enfant turcophone, il le regardait, mais il ne s'intéressait pas du tout à l'activité, il ne voulait pas participer. Donc la cofondatrice qui était là, elle s'est souvenue de quelques mots, 3 mots qu'elle connaissait en turc, c'était des mots de couleur. Donc elle a installé un deuxième pot de peinture des deux côtés de la table. Donc on avait du bleu, du jaune d'un côté de la feuille, du bleu, du jaune de l'autre côté. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a mentionné les deux couleurs, elle les a nommées, donc là on est dans le langage. Elle a dit mavi pour le bleu, sari pour le jaune. L'enfant, il a entendu ça, il s'est senti appelé. Il s'est approché des pots de peinture. La cofondatrice s'est mise de l'autre côté, elle a mentionné la même couleur en français. Elle a pointé une couleur, elle l'a mentionnée en turc, l'enfant l'a prise et l'a donné un coup de peinture. Elle a dit mavi, bleu. Elle a dit bleu en français. Ils ont inversé les rôles et ils ont commencé à donner des peintures en nommant les couleurs en français et en turc, jusqu'à ce que l'enfant exclame yeşil, donc vert en turc, et şok güzel, donc c'est beau. Si c'est bien prononcé, je ne sais pas s'il y a des turcophones ici. Voilà. Et donc ça, c'est pour montrer comment la langue en fait, de l'enfant a permis de dépasser cette situation de refus. Et voilà. Donc j'essaie d'écourter. Deuxième petite idée, c'est que donc nous, on travaille beaucoup avec les albums de jeunesse. Et donc on travaille vraiment pour donner accès aux livres jeunesse dans les langues des familles. Et actuellement, dans notre bibliothèque, on a à peu près une centaine de langues. Donc nous, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des grands classiques, donc des albums qui sont présents dans toutes les structures d'accueil de l'enfant, hein, que ce soit à la PMI, en crèche, à la bibliothèque, à la médiathèque. On les sous-titre nous-mêmes avec l'aide des familles et des traducteurs dans les langues familiales. Et c'est comme ça qu'on a constitué notre micro-bibliothèque qu'on exporte dans les différentes structures. Mais on ne fait pas que ça, parce qu'on prête des sacs à histoire qui contiennent des albums avec leur traduction. On fait des lectures avec des tapis et des tabliers à histoire que nous fabriquons avec les parents qui viennent co-animer les lectures avec nous, donc en français et dans leur langue. Et
à travers ces lectures, ce qu'on essaie de faire, c'est on vise deux choses. Donc la création d'une culture commune, en fait, autour de l'album de jeunesse, parce que peu importe la langue et la culture d'origine, il y a des albums qui permettent de parler de thèmes qui sont universels, que ce soit la séparation, que ce soit la propreté, etc., etc. Et d'un autre côté, le fait de passer par des albums de jeunesse nous permet aussi de parler et d'accueillir la diversité, de faciliter le dialogue. Donc, deuxième anecdote, c'est autour d'un album qui a fait la une récemment, c'est Jean a deux mamans, d'Ophélie Texier. Donc, vous le connaissez peut-être. Donc, c'est un album où on traite de l'homoparentalité. Donc, cet album a été proposé par une professionnelle en crèche et elle a suscité des fortes réactions de beaucoup de collègues qui ne voulaient pas que ce livre soit proposé aux enfants. Donc, il a été mis sur le même niveau que d'autres sujets tels l'homosexualité, les violences sexuelles, alors que le propos de la professionnelle, c'était juste de dire, en fait, cet album reflète une réalité de la société, tout comme il y a par exemple des familles monoparentales. Donc, voilà. Et pourquoi je vous parle de cet album? Parce que nous, derrière, on a une autre anecdote, mais qui va vraiment dans le sens opposé, auprès d'un public qui pourrait ne pas forcément être considéré comme très ouvert à ces sujets. Dans notre micro-bibliothèque mobile, donc une maman voilée s'approche de la table où on a des livres en arabe littéraire, notamment. Donc elle commence à feuilleter l'album, elle le repose et elle dit « Je suis désolée à l'animatrice, mais je ne peux pas lire ce livre ». L'animatrice reprend le livre et elle dit « On comprend que ça pourrait peut-être vous basculer, mais ce livre trouve sa place ici parce qu'en fait, ça reflète une réalité de la société française. » Voilà. Donc vous pouvez choisir de le lire ou pas. La maman cogite, elle reprend le livre, elle s'assoit avec sa fille, elle le lit. Donc on ne parle pas arabe, donc c'est pas ce qu'elle a dit, mais elle est retournée voir l'animatrice, elle lui a dit « Bon, je l'ai lu, j'ai fait quelques ajustements, mais je l'ai lu. » Mais pour dire qu'elle n'a pas laissé le livre, elle ne s'est pas éloignée, c'est déjà un premier pas. Elle allait vers le livre, elle l'a pris, elle l'a quand même lu avec sa fille. Peut-être qu'un jour, elle acceptera de le lire tel qu'il est. Voilà. Et donc, troisième petite idée, et là, je pars directement sur une anecdote. Donc, c'est plus sur la musique et sur l'enfant créateur. Donc c'est une anecdote qui est vraiment personnelle, donc je suis désolée, il y a déjà eu des larmes ce matin, il est possible qu'il y en ait d'autres parce que voilà, ça me touche vraiment personnellement. Et là c'est pour dire comme quoi vraiment les langues des enfants peuvent devenir des vraies ressources pour la création. Donc c'était le rituel du soir, donc avec mon aîné, et qui avait un peu moins de 2 ans. Il était en train de boire son biberon pendant que moi je lui chantais des chansons, des comptines comme d'habitude, avant de lire la petite histoire, se dire au revoir, etc. Donc, petite précision, moi je suis italienne et je viens de la région de la Vénétie, particulièrement d'une ville qui s'appelle Vérone, que vous connaissez peut-être. Et en Italie, il y a beaucoup de langues régionales qui sont très 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 vivantes. Donc il se trouve que moi je parle italien, donc à la maison, chez moi, on parle italien, mon mari français. Mais moi, j'ai une autre langue à l'actif, c'est le véronais. Voilà. Et en fait, on ne m'a pas transmis cette langue parce qu'il fallait que j'apprenne correctement l'italien quand j'étais petite. Donc, je la comprends, pas de problème, mais je ne la parle pas. Par contre, je connais des comptines, des chansons dans mon répertoire. Et c'est ça que je chantais ce soir-là à mon fils. Et donc, je chantais « Din, don, campanum ». Tre butelle sul balcon. Concrètement, littéralement, ding dong, grosse cloche, 3 filles sur le balcon. Et donc, je vois mon fils à ce moment-là, il me regarde, il regarde son biberon, il lâche le biberon et il commence à chanter ding dong biberon. Et moi, sans vraiment réfléchir, je continue derrière lui et je fais un biberon pour faire dodo. Et on a éclaté de rire tous les deux et ça nous a tellement fait marrer. Et il a compris que ça me faisait plaisir parce qu'il m'a vraiment regardé avec son petit regard coquin. Voilà, il sait très bien ce qu'il a fait et à partir de ce soir-là, ça fait partie de notre rituel du soir pendant un long moment. Et donc, il a respecté la mélodie, il a utilisé des sons qui sont en français et en véronais, même pas en italien.
Et il a fait une rime. Et moi, j'étais épatée. Donc, voilà. Donc, comme quoi, les langues, ça peut permettre de débloquer des situations qui permettent ensuite de pouvoir créer du lien et aussi d'être du matériel de création dès la toute petite enfance. Merci. Rassurez-vous, Claudia Caspiei, vous n'êtes pas obligée de chanter. On vous laisse la parole pour la suite. Merci. Et qui va droit dans la continuité de ce que vous venez de présenter, puisque je suis franco-autrichienne et c'est ce qui a fait aussi que j'avais envie de montrer que la diversité était une richesse et pas une menace. Et je me suis dit, mais ça s'acquiert dès la petite enfance. Et pour cela, quel est le moyen le plus facile pour permettre à des jeunes enfants de découvrir de façon ludique en fait, la diversité? Eh bien, j'ai pensé à la musique. Et du coup, je voulais aussi que ça soit un lieu dans lequel les enfants soient acteurs de leur découverte et pas seulement récepteurs, c'est-à-dire les adultes décident d'écouter ça et puis voilà, les enfants doivent écouter ça. Et ça s'est transformé en un outil pédagogique. Alors, désolé, j'ai pas de slide, il faudra aller voir sur le site. Donc, c'est la bulle musicale, c'est un outil interactif multisensoriel. C'est comme un igloo bleu avec des dessins divers dessus. Et à l'intérieur, donc vous avez un groupe d'enfants, de 8-10 enfants qui peuvent rentrer, plusieurs professionnels. On est rentré jusqu'à 12 adultes. Donc c'est quand même, voilà, c'est spacieux avec 2 entrées. Et dedans, il y a des capteurs capacitifs qui permettent aux enfants de déclencher, s'ils le veulent, des sons parmi une 50aine de sons qui sont des cris d'animaux, des ambiances sonores, des musiques, des instruments et des langues. Et ça permet aux enfants de découvrir des environnements, de s'amuser. Et ensuite, on le décline sur les autres sens. C'est-à-dire qu'on va jouer avec l'olfaction, on va jouer avec le goût, on va jouer avec des textures, avec le tactile. Et on va jouer avec, évidemment, le visuel. Alors, je vais vous donner aussi des anecdotes pour illustrer un peu tout ça. C'est un petit garçon qui s'appelle Martin, il a 18 mois, il ne parle pas, il est juste, il se tient sur ses 2 pattes et je suis en présentation de la bulle musicale il y a de ça quelques années avec des adultes qu'il ne connaît pas. Il y a dans la bulle une professionnelle qu'il connaît et donc le petit garçon rentre, il était assez confiant pour rentrer et puis se promener. Et puis en fait on était sur les sons chinois. Et ça ne lui plaisait pas. Et il voulait pan-pan. Alors nous, moi, je ne savais pas trop comment traduire pan-pan, donc ça pouvait être beaucoup de choses. Et puis la professionnelle nous a dit, non, c'est la flûte de Pan. Déjà, la relation, elle n'est pas si évidente que ça. Donc la flûte de Pan. Alors on a basculé sur la banque de sons du Pérou. Et l'enfant a immédiatement trouvé le capteur et trouvé le son, parce que comme il y a 8 capteurs, il y a à peu près 5 sons derrière chaque capteur, et il savait exactement quand le son allait intervenir. Et du coup, il a appuyé. Et quand il y a eu le son de la flûte de Pan, on était 3-4 adultes qui ne connaissaient pas. Et il nous a fait « Chut, Pan, Pan ». Voilà. Et ça, pour moi, ça m'a stupéfaite. Et c'est un enfant qui, pendant un certain temps, était absolument subjugué par le son de la flûte de Pan. Et donc, évidemment, ça s'est traduit par des disques, des livres, des activités autour de la flûte de Pan, évidemment, à la maison particulièrement. Donc ça, c'est une illustration de la culture, ce que ça génère, une émotion forte chez l'enfant. Et puis, derrière, toute une projection. Une deuxième histoire qui tourne, en fait, donc on touche vraiment avec la culture, on touche les enfants, le trio, comme vous dites, les enfants, les parents et les professionnels. Une autre histoire avec les parents. Donc c'est aussi un prétexte pour tendre la main à des parents qui, parfois, parce qu'ils ont une culture étrangère et qu'ils ont peur d'être jugés, n'osent pas rentrer vraiment dans la crèche ou s'ouvrir. Et donc la culture, quand on valorise leur culture, et au travers de nos voyages musicaux, donc dans la bulle musicale, c'est un formidable prétexte, on fait rentrer des parents qui normalement ne viendraient pas. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un monsieur, costume-cravate,
d'origine berbère, qui était ingénieur dans une grande entreprise de la tech, et on essayait de le convaincre de venir jouer de la darbouka. Et il ne voulait pas, jusqu'au jour où il se décide. Et il se décide, et donc là, évidemment, on invite le groupe d'enfants de la section, dont son enfant, et il s'installe dans la bulle musicale. Il y avait le côté cosy de la bulle musicale aussi, et une sonorité un peu apaisée, donc ça s'y prête bien. Et le groupe d'enfants s'assied, et le papa, à genoux, costume cravate, je vous rappelle, dans la bulle musicale, commence à jouer de la darbouka. Et puis petit à petit, il s'engaillardit parce qu'il retrouve le rythme. On sentait que ça allait chercher très profondément dans ses souvenirs. Et puis petit à petit, il s'engaillardit. Et puis finalement, il rentre vraiment dans un rythme. Et donc les enfants, évidemment, qu'est-ce qu'ils font quand ils entendent de la musique et du rythme? Ils se lèvent, ils dansent, etc. Sauf son petit garçon, qui était... Et ça, moi, ça m'émeut toujours quand je raconte cette histoire, qui avait les yeux grands écarquillés et qui regardait son papa. Et à un moment donné, il s'est levé et il a dit « c'est mon papa ». Et là, je me dis « waouh ». Le monsieur a reconnecté avec sa petite enfance et il est en capacité de reconnecter avec son enfant. Donc ça, c'était une magnifique victoire. Troisième action autour de la culture et toujours nos voyages musicaux, il s'agit de Premalata, une professionnelle qui était sage-femme en Inde. Autant dire qu'elle accouchait souvent, elle permettait des accouchements seuls, donc presque obstétricienne. Et elle arrive en France et elle a l'équivalent d'auxiliaire de puériculture. Elle arrive chez nous et elle avait pour mot d'ordre, mais ça on l'a su plus tard, d'oublier sa culture. Et il fallait qu'elle s'intègre dans la culture française. Ça a donné quoi? Ça a donné qu'elle arrivait chez nous, elle ne savait même plus retrouver des mots de sa propre culture. Et il se trouve que Estelle, qui est ici présente, qui était directrice de la crèche à l'époque, s'est vraiment motivée en disant non, on va faire un voyage musical autour de l'Inde et ça va revenir en fait. Et puis, alors, un blanc total, aucune aide de Premalata. Elle ne participe pas à ce voyage musical. Donc, on s'est débrouillé, on a mis ce qu'il fallait, là, les petits points rouges ici, la musique, les livres, etc. On s'est débrouillé comme on a pu. Et Premalata observait mais ne disait rien. Et à la fin du voyage musical qui dure chez nous 1 mois, donc d'immersion dans la culture indienne par un peu tous les sens, Premalata a cuisiné toute la nuit pour offrir un magnifique repas indien à toute l'équipe. Et là, on s'est dit, waouh, c'est gagné. Et effectivement, le voyage musical qui a suivi, eh bien, elle a participé. Et puis, chose étonnante, elle retrouvait des mots de vocabulaire qui venaient de sa langue, qui était le tamoul. Voilà. Entre-temps, Premalata est devenue infirmière et voilà, on est très fiers aussi de son parcours. Donc tout ça, la culture, et je vais m'arrêter là parce que je vois l'heure aussi qui tourne, la culture est vraiment un vecteur de lien extrêmement fort et voilà. Et au travers de ces activités autour de la bulle musicale et du voyage musical, on a vraiment créé un peu ces moments magiques. Et juste pour terminer, dire que nous avons tellement besoin de transmettre de la joie, de la pédagogie, et pas seulement du soin, c'est un autre, mais vraiment de rester ancré sur la pédagogie et d'être dans ce lien, parce qu'encore une fois, c'est comme ça que l'enfant se construit. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et pour finir, du coup, la parole à Nicole Roux. La zapette. C'est moi qui vais passer. Vous êtes responsable de la Maison des Petits, le lieu d'accueil enfants-parents au 104. Bonsoir. Alors, j'ai la difficulté de clore ces tables rondes. J'ai entendu tellement de choses très intéressantes. Habituellement, je prends 1h30 pour parler de la Maison des Petits. En fait, j'ai plutôt envie de rebondir sur tout ce que j'ai entendu parce que je trouve que c'est passionnant. Et donc moi, je vais vous dire d'où je parle. Je travaille dans le 19e arrondissement, dans un quartier classé politique de la ville, dans le sens où on a créé un lieu d'accueil enfants-parents dans ce lieu-là, qui est un lieu d'art qui fait 39 000 m².
Et à l'intérieur de ce lieu, il y a un lieu dédié aux enfants, qui est la Maison des Petits, un lieu d'accueil enfants-parents, artistique. Ça fait 122 mètres carrés. Mais en fait, ça fait 122 mètres carrés parce que c'est la hauteur des enfants et non pas parce que plus on fait grand, plus on a d'enfants et plus les enfants sont petits, plus c'est grand, moins c'est adapté. Donc on a fait une espèce de cocon dans lequel on accueille les familles. Alors ça, c'est un film, mais je ne sais pas le faire démarrer. C'est dommage. Il y a moyen de cliquer sur quelque chose. Voilà, je vous laisse regarder ça. Ouais, c'est lui. C'est moi qui dois. Maintenant, ça suffit, tu ouvres. Allez, Kylian, à toi d'ouvrir. Parce qu'il va être sûr, il y a un côté et un autre. Ouais. C'est beau. Je pense que c'est bon. Vas-y, Kylian, tu l'ouvres. Attention, on regarde. Oh, bravo. Voilà ce qui est recherché. C'est-à-dire que dans ce lieu, la Maison des Petits, comme Madame Maître, je crois, on ne propose pas d'activité. Il n'y a pas de ce mot qui apparaît même dans nos documents de présentation de la Maison des Petits, mais c'est un lieu où les enfants et les parents vont venir jouer ensemble. On leur met à disposition des jouets, mais pas que, parce qu'on va suivre le rythme des expositions et en fonction des expositions, il y a des jouets qui vont apparaître et des objets qui vont apparaître aussi et qui vont disparaître, même s'ils les aiment beaucoup. Parce que comme tout objet, même s'il est bien, quand on a fait le tour, on s'en lasse. Et parfois, il suffit de le ranger dans un placard et de le ressortir pour que l'enfant y retrouve un intérêt. On connaît tous la déception d'avoir offert à un enfant un jouet qu'on trouve super, pensé par des gens super, parce qu'il y a plein de gens qui pensent des choses pour les enfants, qui sont des vrais professionnels. Or, l'enfant, il va préférer bien souvent la boîte. On l'a tous connu. Eh bien, gardons les deux, parce que je ne pense pas que l'un n'exclut l'autre. Parfois, on rencontre des enfants qui, malheureusement, chez eux, n'ont pas de jouets. Et venir jouer dans la Maison des Petits, c'est aussi l'occasion de croiser des jouets, mais des jouets qui ont une qualité et un potentiel intéressant. Et le jouet, il va avoir un potentiel intéressant que si l'enfant il peut y mettre de lui-même dans son usage. Je pense qu'on peut faire un avion avec une voiture sans problème, quand on a un bon imaginaire. Donc, il ne s'agit pas de... Je pense que ce qui est intéressant dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est la diversité des propositions et que personne n'est détenteur de ce qu'il faut faire. Je pense que c'est parce que l'enfant va croiser une multitude de rencontres, donc ça va être avec ses parents, ça va être à la crèche, dans des lieux d'accueil enfants-parents, ensuite à l'école, chez les copains, les copines, aller jouer chez l'autre. Ça, c'est quelque chose de très important parce que chez l'autre, il y a forcément des parents qui pensent les choses différemment. On ne mange pas de la même manière. Donc, je crois pas qu'il faut... Je pense que la première chose à faire pour nous tous, c'est de lever nos propres a priori. La Maison des Petits, elle est née sur un a priori. On a construit le lieu d'accueil enfants-parents, bien sûr inspiré de Françoise Dolto, mais pas que. On est parti des indices INSEE et de la Pure qui disaient que dans le quartier où on est implanté, d'abord, on n'attendait pas un lieu culturel. Les familles auraient préféré un gymnase ou une piscine à bulles une piscine à boules comme chez Ikea pour leurs enfants. Et on a décidé d'offrir un lieu culturel aussi pour les enfants. Mais l'a priori qui nous a permis de construire ce projet, très pensé, architecturé par Nathalie Crasset, on y a mis les moyens, les parents le reconnaissent, c'est beau. C'est propre et on prend soin de tout ce qui leur est présenté, donc en bon état et des choses sérieuses, c'est-à-dire que les pinceaux sont des vrais pinceaux. On n'édulcore pas ce qu'on va proposer aux enfants. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cet a priori, il était d'abord dans nos têtes, mais aussi on s'est appuyé sur des indices, le plus haut taux d'échec scolaire, le plus haut taux de minima sociaux, le plus haut taux de familles monoparentales, avec tout ce que ça peut induire dans la précarisation, la vulnérabilité des personnes qui élèvent leurs enfants seuls. Et cet a priori nous a fait vraiment construire un projet dès le début, à l'ouverture du 104, un projet un peu ambitieux, mais pas tape à l'œil. C'est tout petit, il n'y a pas de jeu électronique, on fait avec les moyens du bord. Et en fait, l'a priori, il était démenti dès le premier jour. Dès le premier jour, on avait la queue pour entrer dans la Maison des Petits. Toutes sortes de familles sont venues. Il y a des cultures, je ne sais pas combien d'origine, je sais pas, j'en sais rien. D'ailleurs, c'est pas très intéressant parce que le seul dénominateur commun pour pouvoir venir jouer dans la Maison des Petits, c'est d'être parent, d'avoir un enfant entre 0 et 6 ans.
Et pourquoi 0 et 6 ans? Et on préfère évidemment 0,3, mais on répond aussi à des demandes territoriales. Il faut pouvoir aussi accueillir les enfants de 6 ans. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il se joue plein de choses dans les fratries entre 0 et 6 ans. Mais la périnatalité, c'est aussi le moment. Alors bien sûr, il y a les 1000 jours et heureusement que ça ne s'arrête pas aux 1000 jours. Qu'il y a encore et encore plein de professionnels qui vont pouvoir intervenir et accompagner sur leur chemin les parents. Mais c'est vrai que c'est un moment autour des 1000 jours où on est sensible. Les parents, on est en périnatalité. Tout ce que vont dire les professionnels, ça va prendre une charge énorme. À tel point que parfois, je pense qu'on ferait mieux de se taire. Parce qu'un haussement de sourcil, ça peut être interprété par un parent fragile comme un commentaire. Donc, je pense qu'on parle d'émerveillement depuis tout à l'heure, mais je pense qu'on peut s'émerveiller que si nous-mêmes, on a travaillé notre propre émerveillement. Et je rebondis sur ma voisine qui disait que, bah oui, quand on accueille des parents et des enfants, parfois, on s'aperçoit que les parents ont oublié leur propre enfance et c'est l'occasion pour eux de la redécouvrir. Moi, j'ai une anecdote, une fois, on a créé un jeu, je ne sais pas s'il apparaît dans ces... Non, je ne crois pas, ça c'est notre salle d'attente. Mais on a créé un jeu avec des élastiques dans la maison des petits, c'est en bois, il y a des petits picons et les enfants tirent des élastiques entre. Une grand-mère joue en face de son petit-fils et elle me regarde et elle me dit « Oh, j'aurais adoré faire ça quand j'étais enfant ». Et je lui dis bah, « Vous êtes en train de le faire ». Et elle était bouche bée avec les larmes dans les yeux. C'est-à-dire qu'on permet aux gens de se réparer d'une certaine façon de certaines choses qu'ils n'ont pas eues parce qu'on est tous pris par le stress. Quand on élève un enfant, on veut qu'il réussisse à l'école. Et ça commence par réussir à être propre avant de rentrer à l'école. Il y a un stress qui est là, la balle est jetée dès le début. Donc réautoriser l'enfant, bien sûr que les enfants, ce sont des sujets à part entière. Alors je suis psychologue, donc le sujet c'est vraiment, c'est un homme, une femme en devenir qu'on va accompagner. Ils sont grands en tant qu'hommes, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont petits et qu'il faut leur laisser le temps. Et donc multiplier les expériences, mais aussi leur offrir la possibilité de répéter l'expérience. Donc la Maison des Petits, c'est gratuit. C'est ouvert 6 jours sur 7, à longueur d'année. On ferme 3 jours par an. Donc Nouvel An, Noël, 1er mai. Et puis ça permet aux enfants de venir, en fonction de leurs âges, réitérer l'expérience. Et c'est un lieu où à 80% les parents reviennent. Il y a 25 000 personnes par an qui entrent dans le lieu. Donc, je ne vous parle pas du maillage territorial qu'on a fait. On travaille avec tous les professionnels sur le territoire le matin. On accueille toutes sortes de gens. On travaille hors les murs également. En tout cas, toujours avec cet état d'esprit que c'est nous qui devons rester ouverts et pas enfermer les familles dans nos a priori. Et pour rester ouverts et pour pouvoir bénéficier aussi et s'émerveiller avec eux, il faut se donner le temps de l'observation. On n'est pas toujours dans le faire. On met à disposition les jouets, la peinture, toutes sortes de choses, de la même manière qu'on alors les psys, on a une écoute quand les patients nous parlent, on écoute tout. On ne dit pas ça, c'est plus intéressant que ça. À terme, on va voir ce qu'on en fait de tout ça. Mais pareil, dans la Maison des Petits, si un enfant préfère jouer à l'eau pendant 1 heure, et les parents, souvent, ils disent « va faire autre chose, c'est qu'il en est là et il a envie de faire ça. Le laisser aller jusqu'au bout. Mais il ne s'agit pas non plus de penser qu'à l'enfant. Si pour le parent, c'est important que son enfant fasse autre chose parce que ça commence à gâcher la qualité de leur relation, c'est à nous, en tant que professionnels, de s'organiser, de faire en sorte que l'enfant puisse avoir envie d'aller découvrir aussi quelque chose que le parent a envie de lui faire découvrir, parce qu'ils ne viennent pas tout seuls à la Maison des Petits, entre 0 et 6 ans. Ils sont toujours accompagnés par les parents, c'est toujours le désir des parents au début. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire que moi, j'ai travaillé pendant 7 ans au musée du Louvre, j'accompagnais des classes et des classes. J'ai rarement vu un enfant qui disait à ses parents qu'il voulait retourner au Louvre, et pourtant, il ferait bien, comme tout le monde, comme nous tous. Mais en revanche, à la Maison des Petits, il y a nombreux parents qui nous disent « Oh là là, je suis là, je ne voulais pas venir, mais ça fait des semaines qu'il me dit qu'il veut venir jouer à la Maison des Petits. » C'est-à-dire que ce sont les enfants qui font entrer les parents dans le lieu culturel. Et pour nous, ça, c'est gagné. Voilà. La parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? Alors, je ne vais pas dire que l'absence de questions m'arrange, mais un petit peu quand même. Vu le timing serré, je ne voudrais pas que les lauréats soient partis quand je les invite sur scène. Donc, merci à vous tous d'être venus sur cette table ronde. Merci.